Bienvenue sur votre podcast Au cœur du réseau, le rendez-vous mensuel de Purpan Alumni pour découvrir des parcours hors du commun. On démarre dès à présent avec Mathieu Benoît, promo 71, qui vous présente aujourd'hui notre nouvel invité. J'espère que les gens sont nombreux et on vous remercie d'être là aujourd'hui. Au titre de l'association Purpan Alumni et des témoignages au cœur du réseau, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Gilles, je crois de la 66e promotion à Purpan, qui a tout un parcours qui l'a amené à devenir océanographe et qui va aujourd'hui nous présenter je dirais nous sensibiliser à l'impact des activités humaines sur la vie des océans et sur les ressources maritimes. Voilà, je vais tout de suite lui laisser la parole. Il travaille au musée Océano, qui est le musée océanographique de Monaco. À toi, Pierre. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je voulais remercier l'équipe du réseau, donc Guénaël, Lisa et Pauline Guibert, qui apparemment est partie en Nouvelle-Zélande. Donc merci à vous tous. Alors je suis bien sûr très heureux d'être avec vous parce qu'on va mettre un peu d'océan dans vos référentiels, en fait, dans vos vies, parce que quand on travaille en agriculture, on n'a pas forcément l'océan en ligne de mire. Et je vais vous donner quelques éléments sur mon parcours rapidement, sur l'institution où je travaille, qui est l'Institut océanographique, et un peu sur l'océan et aussi sur les outils qu'on développe au sein de l'Institut océanographique pour que l'océan soit pris en compte dans les objectifs de développement durable que vous connaissez et aussi que l'océan soit source de solutions. Voilà, donc l'océan, je vais partir sur une diapositive au Cabo-Verde pour vous dire qu'en fait l'océan est en crise. Vous le savez, il y a 3 crises majeures qui frappent l'océan. C'est le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et les pollutions. Je ne vous apprends rien, on a la même chose à terre. Et les pollutions, c'est surtout le plastique. Et ces crises s'interpénètrent, elles se nourrissent même, et on doit répondre de front à ces 3 crises. Et ce n'est pas évident. Alors, les problèmes sont identifiés, la situation n'est pas réjouissante, ça c'est vrai, mais il y a des solutions et c'est vraiment l'axe des solutions qu'on privilégie à l'Institut océanographique. Alors, mon parcours, d'abord, quelque part, c'est important. Je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai vécu à l'Union. Et tout petit, comme je disais à l'équipe, j'ai développé une passion pour le milieu aquatique. Et c'est la pêche qui m'a mené sur les bords de la Garonne. Et très vite, je savais que je voulais travailler pour la nature. Et j'ai intégré, comme me disait Mathieu, la 66e promotion. Et là, j'ai une pensée pour le père Léon Sicre, qui était le directeur des études à l'époque et qui avait 2 formules en tête qui étaient rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand vous serez ingénieur, gardez le bon sens. Voilà une petite pensée pour Léonce. Dans ma carrière, j'ai réalisé des stages généralistes, mais aussi des stages qui sont spécifiques à ma passion, notamment à l'IFREMER à Palavas, avec des chercheurs qui développaient des techniques de production de loup, dorades, turbo, crevettes, etc. C'était extrêmement intéressant. Ensuite, au début de ma carrière, je suis parti dans le golfe d'Aqaba, en Jordanie, pour étudier le potentiel de faire de l'aquaculture de loup en mer Rouge. Et après, j'ai travaillé à Sète, dans un cabinet d'ingénierie qui proposait des installations clés en main de pré-grossissement et de grossissement de loup et de dorade. Et puis, un jour, le musée océanographique m'a appelé parce que mon nom avait été donné à la personne pour qui je travaillais en Jordanie. Et le musée cherchait à étoffer son équipe de l'aquarium et j'ai intégré donc l'aquarium en tant que responsable adjoint. C'était en 91, il y a déjà très très longtemps. Alors l'aquarium, c'est un lieu unique. Vous avez une image à l'écran. C'est un espace qui est ouvert au public. C'est des installations assez importantes. C'est aussi beaucoup d'espèces marines. On n'a pas une espèce de lapin ou de volaille. Là, on a des centaines d'espèces. Et puis, on a une équipe de techniciens aquariologistes qui est vraiment super forte, qui sont des aquariologistes plongeurs scaphandriers professionnels et qui possèdent un vrai savoir-faire. Alors nous, à Monaco, on a 2 spécialités, c'est les récifs coralliens, là vous avez un très beau paysage, et la Méditerranée. Chez nous, tout est vivant, je le dis souvent, nos techniciens sont des jardiniers de la mer et des éleveurs de poissons. Mais là, on ne parle pas d'ovins, de bovins, de caprins, on parle de méduses, de poissons et de coraux. Et les techniques aquacoles, d'ailleurs, qu'on avait développées à l'IFREMER, fonctionnent très très bien en aquarium. Là, vous avez par exemple un petit poisson mandarin qui est notre mascotte à l'Institut océanographique et que l'on reproduit. Après, je suis devenu le responsable de l'aquarium et puis la direction générale m'a demandé de donner un côté plus politique à mon travail. J'ai intégré la direction de la politique de l'océan.
Voilà. Et j'ai eu la chance d'être le chef de mission d'une grosse exploration de Monaco Exploration à Cabo Verde et au Cabo Verde à Madère. Et là, on était sur des petits îlots, par exemple, à la recherche d'un lézard géant disparu qui avait été prélevé par le prince Albert Ier à l'époque et qu'on pensait revoir vivant sur l'îlot. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Alors, très rapidement, j'en arrive à l'Institut océanographique, qui est une fondation de droit privé reconnue d'utilité publique. Et le prince Albert II, est le président d'honneur de cette fondation. On exploite 2 sites. Il y a la Maison de l'Océan qui est sur la gauche et le musée océanographique à Monaco. La Maison de l'Océan, c'est très intéressant parce que les gens du réseau qui seraient sur Paris peuvent aller y glisser la tête. C'est un hub de l'océan et on accueille des antennes du CNRS, de l'IUCN ou de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc vous êtes les bienvenus. À droite, vous avez le musée océanographique de Monaco, qui est un vaisseau de pierre, un temple de la mer pour certains, qui a été inauguré en 1911, après 11 années de travaux gigantesques. Alors, depuis plus d'un siècle, vous voyez, l'IO fédère les acteurs scientifiques, politiques, économiques, associatifs et le grand public. Et notre mission, c'est de faire connaître, aimer et protéger l'océan. Voilà, c'est notre mission de base. Alors, on ne travaille pas tout seul à Monaco, on travaille avec une équipe qui est assez impressionnante, le gouvernement princier en tête. On a la Fondation Prince Albert II, le Centre scientifique de Monaco, le Yacht Club et une société anonyme aujourd'hui qui s'appelle la Monaco Exploration, pour qui j'avais fait la mission au Cabo Verde, et d'autres partenaires. Alors, notre fondateur, c'est toujours intéressant d'en parler, c'est l'arrière-arrière-grand-père du prince Albert II de Monaco. Et c'est Albert Ier qui a créé l'Institut océanographique et on commémore cette année le centenaire de sa disparition. Alors, c'était un pionnier de l'océanographie, clairement, mais il avait aussi de l'intérêt pour les arts, la peinture, la musique, le cinéma, les photos, et aussi pour les sports, le nautisme, la bicyclette, la moto, même l'aviation. Alors, il a réalisé, Albert Ier, 28 campagnes à bord de 4 bateaux et il a sillonné la Méditerranée, l'Atlantique et s'est rendu plusieurs fois au Svalbard. Il a une carrière incroyable avec un héritage considérable, des résultats des campagnes scientifiques, des échantillons en tout genre de sciences naturelles, mais aussi des objets fabriqués par l'homme, des tableaux, des photos, et puis un très beau livre que je vous invite à lire qui s'appelle La carrière d'un navigateur et qu'on vient de rééditer. Alors, parmi les découvertes majeures d'Albert Ier, on a l'anaphylaxie qui a été mise en évidence avec un animal qui est proche des méduses qu'on voit sur l'écran. Et ces recherches ont mené aux études sur l'allergie et ont permis à Charles Richer, en 1913, d'avoir un prix Nobel de médecine et de physiologie. Voilà. Et puis, dans les textes du prince Albert Ier, je vous invite à lire le discours sur l'océan qu'il a prononcé à Washington devant l'Académie des sciences en avril 2021. Un livre de référence, il était très visionnaire, il avait déjà anticipé ces questions de surexploitation de la nature et les zones protégées comme solution. Ici, vous avez quelques photos qui montrent nos espaces à la Maison de l'Océan à Paris et puis au musée à Monaco. Alors, le musée, je vous ai dit, c'est un aquarium, mais c'est aussi un espace d'exposition avec des grandes expositions qui accueillent 600 000 visiteurs par an. Ce sont nos piliers de médiation, mais nous souhaitons avoir une vision holistique. Donc, on parle de programme holistique. On a traité des sujets spécifiques, espèces, requins, coraux, méduses, tortues marines, mais on alterne aussi avec des sujets plus globaux comme la Méditerranée, les grands fonds et maintenant les mondes polaires. Et on accueille actuellement jusqu'en 2023 une très très grande exposition qui s'appelle Mission Polaire. Vous avez le temps de venir la visiter si vous voulez. On a fait aussi un livre qui s'appelle Au cœur des mondes polaires. On a des ateliers thématiques, très bien évidemment, et on a des événements aussi à caractère scientifique. Notamment, on a accueilli un symposium super important où on avait les chercheurs de l'Arctique et de l'Antarctique qui ont pu dialoguer, et c'était pas si courant. Et c'était un événement organisé par la Fondation Prince Albert II chez nous. Alors, cette vision holistique qui associe la recherche, mais aussi la diplomatie, les aspects politiques également, est pour nous vraiment fondamental. C'est vraiment notre ADN à l'Institut océanographique. Alors, maintenant, quelques mots sur l'océan rapide. Simplement, je voulais vous montrer cette carte qui s'appelle la carte de Spilaos,
qui montre une chose très importante, l'océan est unique en fait. C'est un espace unique et vous voyez que les bassins sont interconnectés, mais on parle d'un océan avec un grand O, nous ici maintenant à l'Institut océanographique. Et on voit cette interconnexion de manière plus flagrante encore quand on met les courants marins. Vous voyez que tous les bassins reçoivent des courants de surface ou de fond et que tout ce qui se passe au pôle va avoir des répercussions sur le reste de la planète et vice-versa. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce que l'océan est connu? Je réponds non, il n'est pas connu. On ne connaît que 10% des fonds profonds de l'océan entre 200 et 400 mètres, pardon, au-delà des 200 mètres. Et on lève à peine le voile sur la biodiversité, beaucoup plus qu'en milieu terrestre. Et on manque de connaissances sur le fond marin. C'est un vrai problème parce que comment on peut protéger ou exploiter même quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, c'est un enjeu majeur actuellement parce que vous avez vu qu'avec la crise internationale qu'on voit aujourd'hui, la destruction des gazoducs en mer Baltique, on a des menaces sur les câbles sous-marins, et bien, on est vulnérable, clairement. Et celui qui connaît les fonds marins, il a des cartes en main, clairement. Et un autre enjeu majeur se profile à l'horizon, et là, vous pourrez creuser de votre côté, c'est l'exploitation des ressources minérales profondes avec le deep sea mining, par exemple, qui pose des problèmes vraiment d'impact, de relargage de CO2 capté dans les sédiments ou d'impact sur la biodiversité qui est profonde et qui est fragile. Alors, quelques mots sur l'océan qui est vital à nos activités. 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière. L'océan procure 350 millions d'emplois. On consomme 20 kg de poissons par an et on était à 9 kg en 1961 et 17% des protéines sont issues de la pêche et de l'aquaculture et vous savez comme moi que les petits poissons qu'on pêche dans le Pacifique servent à créer des farines animales. Donc, j'aurais plein de chiffres à vous donner, mais je vais en rester là. Tout simplement, maintenant, je vais vous dire que toutes ces activités qu'on a à la mer ne laissent pas l'océan indemne, bien évidemment. 98% des grands prédateurs sont les espadons, les requins ont disparu. 36% des stocks de poissons qui sont pêchés sont surexploités. En plus, on a un problème de gaspillage. Il y a 30% des poissons qui n'arrivent jamais dans l'assiette, qui sont gaspillés. En réponse à nos activités humaines, l'océan a absorbé du CO2, vous le savez, et il a aussi absorbé 93% de l'excès de chaleur qui a été émis sur les 40 dernières années. Et tout ça, ça se traduit par des effets qui sont assez délétères qu'on connaît. C'est d'abord la montée de la température. Les eaux de surface gagnent 0,16 degrés par décennie. Ça ne semble pas grand-chose, mais à l'échelle de la planète, avec le volume d'eau, c'est tout à fait énorme. Et en plus, vous voyez que la Méditerranée s'accélère beaucoup plus vite. On est à 0,4 degrés par décennie. La mer monte, on le sait, c'est 3 mm par an en moyenne, même plus. Et ça, c'est lié à la dilatation thermique de la masse d'eau par effet physique, mais c'est aussi lié à la fonte de la cryosphère, c'est-à-dire les glaces qui sont les glaces des pôles, des calottes, mais aussi les glaces des glaciers. L'océan aussi s'eutrophise, notamment avec les engrais ou les substances organiques qu'on relâche dans les rivières ou dans les réseaux d'eau. Il perd son oxygène et on a 700 zones qui sont considérées comme mortes dans l'océan et ce nombre augmente. On pourrait développer le plastique. Simplement, sachez que 12 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent dans l'océan chaque année. C'est considérable. Il y a quand même un petit espoir parce qu'il y a un accord qui sera étudié à l'ONU dans les prochaines années sur ces questions de plastique. Alors, on a parlé de problèmes. J'aurais pu vous développer plein de chiffres négatifs et des mauvaises nouvelles, mais moi, je vais vous donner des solutions. Cette diapo, c'était la diapo qui vous invitait à aller sur le programme Copernicus pour voir ces augmentations de pH, de température ou de montée du niveau de la mer. On ne va pas détailler. Alors, parmi les solutions, il y en a une qu'on développe beaucoup à Monaco, qui sont des outils super précieux pour préserver la biodiversité et aussi la préparer à être plus résiliente par rapport à nos activités. Ce sont les aires marines protégées. Et ce sont des outils que Monaco soutient par plusieurs leviers politiques, diplomatiques, techniques également, médiatiques et aussi financiers. On y croit beaucoup.
On pense que certaines activités, comme l'IUCN d'ailleurs, sont compatibles avec les aires marines protégées, une certaine forme de pêche, une certaine forme de tourisme, mais les activités extractives industrielles ne le sont pas. La pêche industrielle n'est pas compatible avec les AMP, le deep sea mining ne l'est pas, etc. Il faut savoir aujourd'hui qu'on pêche plus dans certaines AMP qu'en dehors des AMP. Ça, c'est absolument anormal. Alors, le problème des AMP, c'est que c'est des bons outils, mais elles sont pas assez développées. On devrait atteindre un objectif de 30% de l'océan protégé en 2030. Malheureusement, on est loin du compte. On est à peine à 8,16%. Vous voyez, moins de 10%. Et en plus, on a un autre problème, c'est que non seulement elles ne sont pas assez étendues, ces aires marines protégées, mais en plus, elles ne sont pas efficaces parce qu'elles sont sous-dotées de moyens, tout simplement, et que beaucoup d'entre elles sont des paper parks, clairement. Et il faut savoir que l'ODD 14, qui est l'ODD, l'objectif de développement durable dédié au milieu aquatique, c'est le moins doté en termes financiers des 17 ODD. Bon, alors, on est vraiment le parent pauvre. Pour que les AMP soient plus efficaces, on a développé à Monaco une initiative qui s'appelle The Med Fund avec la France et la Tunisie et puis d'autres organisations. C'est un fonds financier qui libère des intérêts pour financer sur le long terme des aires marines protégées de la Méditerranée sélectionnées, qui peuvent, grâce à ces fonds, acheter des matériels, recruter des équipes, avoir des locaux, un bateau, de l'essence, et puis ainsi faire les études scientifiques, faire le suivi, faire la protection, c'est-à-dire le gendarme, et aussi faire toutes les étapes de sensibilisation. Et l'Institut participe à ce MedFund, non seulement en parlant comme j'en fais aujourd'hui, mais aussi en reversant 10 centimes ou 5 centimes d'euros sur chaque ticket vendu aux visiteurs. Une action, vous voyez, une façon de mettre en œuvre de manière efficace ces AMP. Alors, le développement des AMP dans les milieux polaires, puisqu'on est dans les milieux polaires actuellement et en haute mer également, est crucial. Et vous voyez en bleu marine des aires marines protégées en projet actuellement en négociation à la CAMLAR, qui est la convention sur le management, on va dire, des ressources dans l'Antarctique, qui est une convention avec beaucoup de pays. Et on a 3 projets d'aires marines protégées géantes qui, au total, font 3 millions de kilomètres carrés, qui permettraient de protéger une partie du continent antarctique et de l'océan austral. Malheureusement, avec les tensions internationales, les négociations de novembre d'ailleurs, à Hobart, probablement n'aboutiront pas, mais il faut quand même continuer à travailler et chacun d'entre nous peut faire un peu de lobbying, déjà éveiller sa curiosité et voir comment il peut pousser à la roue pour que ces aires marines protégées soient décidées et que nos amis russes et chinois en particulier les votent. On a aussi un problème avec la haute mer. La haute mer, c'est 60% de l'océan mondial. En fait, ce sont toutes les zones qui sont hors des juridictions nationales, donc hors des zones économiques exclusives. Et ces zones, vous voyez que c'est plus de la moitié de la surface de l'océan. Mais si on raisonne en termes de protection, ce n'est que 1,44% de l'océan mondial. C'est vraiment tout petit. On ne protège pas du tout la haute mer. C'est le Far West. Donc, pour que ce soit plus le Far West, on pousse pour que les négociations dites BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, pas facile à dire, aboutissent à un traité qui va définir plusieurs choses et notamment donner un cadre légal à la création des aires marines protégées en haute mer. On n'était pas loin du compte et on va peut-être y arriver. Vous pouvez regarder le sujet, c'est très intéressant et appuyer là aussi. Alors, dans les bonnes solutions, j'en ai quand même quelques-unes à vous donner qui sont très récentes, notamment la protection du requin du Groenland qui a été décidée par l'organisation de pêche régionale qui a interdit le prélèvement et puis les transbordements, l'exploitation, la vente de ce requin qui peut vivre 300 ans et plus dans les eaux froides de l'Arctique. Donc, ça va donner du répit à cette espèce. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut citer aussi une décision très récente de l'Europe sur l'interdiction de pêche de fond entre 400 et 800 mètres de profondeur dans 87 zones de l'Atlantique Nord. C'est très, très bien. Et ça va aider les écosystèmes profonds à se régénérer. Sauf que, à côté, les écosystèmes profonds sont maintenant peut-être soumis au danger du deep sea mining. Et il y a des combats qui restent à mener. Vous avez tous entendu parler de la pêche au chalut électrique. Ou alors les problèmes maintenant assez récents de la seine démersale, qui est une technique dévastatrice.
On a aussi une bonne nouvelle pour le thon rouge. Monaco a joué un rôle primordial et grâce à des quotas de pêche qui ont été décidés par des scientifiques et mis en application par l'organisation régionale de pêche, l'ICAT, qui gère la pêche des thons en Atlantique, eh bien, le thon revient. Et ça, c'est une super nouvelle. Et moi, de ma fenêtre à Monaco, j'en vois beaucoup plus souvent qu'avant. Et cette photo a été prise près de la digue de Monaco il y a quelques semaines ou quelques mois à peine. Vous voyez, donc ça, c'est une grande victoire. On peut citer aussi un petit exemple qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'exemple du mérou brun, qui revient à Monaco, qui revient en France sur la Méditerranée parce qu'on ne le chasse plus en chasse sous-marine. C'est interdit. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon Mathieu va me rappeler à l'ordre. Pierre, justement, tu me donnes l'occasion de dire qu'il reste à peu près 10 minutes et aussi dire à l'auditoire qu'ils peuvent poser quelques questions via le chat et on essaiera d'y répondre à la fin de ton intervention. J'avais oublié de le dire. Je te redonne la parole. Merci Mathieu, on est dans les temps, c'est bon, je pense on va tenir. Alors, à Monaco, comme dans beaucoup d'institutions, notamment beaucoup d'aquariums partenaires, on travaille beaucoup avec Nausicaa, avec Brest, avec Montpellier, avec Cherbourg, etc. On a une certitude, c'est qu'il faut impliquer la jeunesse, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les solutions de demain, c'est valable pour la Terre, c'est valable pour l'océan. Et nous, on essaye de les impliquer chaque fois que c'est possible, et on le fait dès le plus jeune âge. Voilà. Et à Monaco, on a des mécènes, on a l'éducation nationale qui nous aide et on a la chance aussi d'avoir des équipes formidables qui sont très performantes, qui sont à la fois océanographes et qui sont à la fois rompues aux techniques de médiation. Médiation, c'est vraiment notre cœur de métier. Alors, pour les jeunes, on a plein de choses. Je voulais vous en citer quelques-uns. On a les ateliers éducatifs, bien sûr, qui accueillent à peu près 10 000 jeunes par an, avec des accueils dédiés. On a aussi un concours qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Océano pour tous, qui est un projet pédagogique où on amène des élèves de CM2 à devenir reporters de la mer. Et c'est un travail qu'ils font sur plusieurs jours et leur travail est évalué par un jury, là encore composé de partenaires et aussi de l'Éducation nationale de Monaco et des personnalités. Vous voyez que le prince Albert II était à la dernière édition. Et on a eu la tempête Alex, comme vous le savez, en 2020, dans les Alpes-Maritimes, et on a dédié une édition entière aux enfants de la Roya et de la Vésubie qui ont pu, grâce à ce concours, se changer la tête, changer un petit peu d'horizon, découvrir le monde marin et quelque part se réconcilier avec l'eau. Et ce mot réconcilier, je le pèse bien, parce que c'est aussi un enjeu pour nous de réconcilier l'homme avec son environnement et le milieu marin, bien sûr. En 2021, on a aussi lancé le Club Océano. C'est un stage d'une semaine qui marche très très bien parce qu'on immerge les petits pendant une semaine dans toutes les activités du musée océanographique. Alors, ils mettent la main dans l'eau, ils nourrissent les poissons, ils discutent avec les techniciens, ils vont faire des accueils de groupe, ils font des enquêtes. Enfin, ils sont vraiment immergés. Et on espère, par ce biais, éveiller d'abord de la curiosité, bien sûr, et peut-être faire naître des vocations. Alors, un événement qu'on adore faire et qui se passe à la Maison de l'Océan à Paris, et la prochaine édition aura lieu le 12 décembre, là, dans quelques semaines, c'est le Forum des métiers. Et c'est un salon unique, en fin de compte, où on met en prise les jeunes qui sont en demande de formation et les formateurs, les organismes de formation, les écoles, donc, mais aussi des employeurs qui recrutent très très tôt et qui disent il faut venir dans cette filière. Ça marche très très bien et je vous invite à passer la tête là aussi à ce forum des métiers. Il y a les métiers de la plongée, de la construction navale, de la pêche, de l'aquaculture, de la biologie, les sciences en général, l'océanographie physique, etc., etc. Même la navigation. Un petit passage par les grandes médailles, parce que notre Albert Ier il voulait que les sciences soient mises au service du public. Et bien, nous, on récompense les chercheurs et ceux qui font connaître l'océan avec des grandes médailles qu'on appelle les grandes médailles Albert Ier, et on a aussi un prix de thèse. Alors, dans les médailles Albert Ier, on a deux catégories. On a la catégorie sciences qui récompense un chercheur pour son travail scientifique, une découverte majeure, mais on récompense aussi des personnalités qui ont fait connaître l'océan. C'est la section médiation. Et dans les 75 lauréats, on a quand même Jacques-Yves Cousteau. Alors, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous le connaissent, mais en tout cas, nous, on le connaît bien en tant qu'ancien. Leonardo DiCaprio, qui a été médaillé, Eric Orsena, Dame Hélène MacArthur, la navigatrice, ou alors l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Vous voyez, on a quand même du beau monde. Le prix de thèse, ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est une façon de récompenser les jeunes, de leur mettre le pied à l'étrier et puis vraiment de leur donner de la visibilité.
Et pour plus d'impact, on a regroupé les lauréats au sein d'un club qu'on manage, de manière à les faire travailler en groupe avec leur disponibilité. Bien sûr, ce sont des jeunes talents très prometteurs et très courtisés et très occupés, clairement. Mais en tout cas, on les met en prise avec les entreprises du secteur économique, justement, pour mettre l'océan au cœur des activités. J'ai aussi une pensée pour le Monaco Ocean Protection Challenge, et c'est par l'intermédiaire du MOPC que je suis rentré en contact avec Pauline Guibert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je voulais faire connaître ce concours. C'est un concours international qui est destiné aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs qui créent des concepts et des business économiques, des concepts, des business plans qui vont apporter un plus à l'océan, qui vont participer à sa préservation ou à sa conservation, ou qui vont amener des solutions pour un océan durable. Et ça, c'est très important. Pourtant, c'est important pour nous d'inciter les jeunes à mettre l'océan au cœur de leur métier. Et n'hésitez pas à suivre cette initiative, à proposer aux étudiants ou aux jeunes entrepreneurs de Purpan et des écoles d'agriculture du groupe de candidater s'ils ont des projets qui sont en lien avec la mer. Et on pense que ce type d'activité contribue au soft power de la principauté, parce que Monaco, c'est un petit État, mais qui est en termes de surface, mais qui a une importance avec son soft power, notamment politique, bien sûr. Le prince est souvent aux tribunes pour défendre l'océan. C'est lui qui a décidé de multiples initiatives, comme par exemple l'océan, un rapport du GIEC spécifique à l'océan et à la cryosphère. Ça n'était pas fait auparavant. Et ce type de concours augmente le soft power de la principauté. Et je vais terminer par cette diapositive qui va parler de la Monaco Blue Initiative, qui est une initiative qui est importante, qui a été lancée en 2010 par le prince, dont je suis d'ailleurs le co-secrétaire, qui est une réunion annuelle, une plateforme d'experts, un think tank, où on réunit des grands leaders, des leaders politiques qui veulent faire bouger les choses sur l'océan, mais aussi on a des leaders d'ONG, on a des grands scientifiques, et on a aussi de plus en plus les médias, bien sûr, et les acteurs de la finance et de l'économie qui nous rejoignent. Le but, c'est de trouver des solutions pour concilier développement économique et préservation de l'océan. Et ce n'est pas si facile que ça. Et les recommandations qu'on sort de ces débats alimentent les grandes négociations sur la biodiversité et sur le climat. Alors, on a du beau monde qui vient. Vous voyez, il y a John Kerry qui est aux côtés du souverain. On avait le ministre chinois de l'Environnement qui participait à la dernière édition en mars. Ce n'est pas évident d'avoir des Chinois à la table. Voilà, donc sur les acteurs de l'économie, vous savez qu'il manque de référentiels. Ils ont beaucoup de mal à savoir l'impact de leurs activités sur la nature et sur l'océan en particulier. Ils sont en recherche de référentiels, ils demandent des outils qui n'existent pour l'instant pas trop. Il en existe pour la finance verte, mais la finance bleue liée à l'océan doit s'inspirer de ces outils, mais après s'adapter à la spécificité océanique. Et je terminerai en disant que cet événement, la Monaco Blue Initiative, dont vous retrouverez tous les éléments en ligne d'ailleurs, est organisé dans le cadre d'une semaine de l'océan qui s'appelle la Monaco Ocean Week. Voilà. Merci. Mathieu, j'ai terminé. Bravo, mais merci parce que c'était passionnant et il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir reprendre tranquillement. Alors, je vais te poser, il y a quelques questions, mais tu as commencé à y répondre, hein. Les questions, c'est comment un jeune purpanais, un jeune ingénieur peut s'investir davantage dans la protection et la sensibilisation des océans? Et il y a une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est existe-t-il au niveau de l'IO des formations qui sont délivrées pour sensibiliser soit les étudiants, soit les entreprises à faire attention à ce qu'elles rejettent dans les océans? Alors, tu as un peu répondu en fin d'intervention en parlant du concours, etc. Mais je te redonne peut-être un mot sur qu'est-ce qui existe en termes de ressources à la fois pour les étudiants ou pour les entreprises pour pouvoir se pencher plus avant sur ces problématiques de sauvegarde des océans. Alors, la question est vraiment excellente et super d'actualité. Alors déjà, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Je pense qu'on peut déjà parler d'un engagement personnel, c'est-à-dire déjà s'intéresser au sujet et essayer de voir un petit peu de quoi on parle. C'était un petit peu le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de donner une vue un petit peu haute sur les différentes catégories, les différents aspects. Après, il faut creuser, il faut rentrer.
Donc, peut-être qu'il faut s'intéresser au sujet, rejoindre des associations, je pense que c'est important, des associations de défense environnementale qui sont spécialisées dans ces questions de l'océan. Il y en a plein, hein. On peut en citer une ou deux ou non? Bah, je peux pas citer comme ça parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a dans la pêche. Je parlais des combats contre la pêche démersale ou les chaluts électriques. Vous en Ok, trouverez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut comment dire, faire partie du VVF, on peut s'intéresser au niveau local et défendre des associations locales. Mais ta question la plus importante, c'est celle de la formation. Et de la même façon que je disais qu'on manque de référentiel, on manque aussi de formation. Et c'est aujourd'hui un enjeu, à mon avis, de former les leaders qui vont être à la tête d'entreprise ou à la tête de collectivités ou de groupes, on va dire, de travail divers, aux questions de l'océan. Et pour l'instant, il n'y a pas cette offre. Le musée, l'Institut océanographique fait le forum des métiers pour orienter, fait d'accord. des guides, des livres, des expositions, on explique, mais si on veut vraiment se former à l'océan, l'outil n'existe pas D'accord. aujourd'hui. Mais on le développe actuellement, mais il n'est pas encore disponible. Ok. Donc, allez, on va déborder un tout petit peu sur une ou deux questions supplémentaires. Donc, les questions, c'est face à la crise économique, d'une part, est-ce que les moyens financiers de l'Institut océanographique sont garantis et est-ce que vos actions ne vont pas être, je dirais, abandonnées à la première occasion en temps de crise? Je veux dire, pas par vous, mais je dirais, est-ce que les bonnes pratiques survivent au temps de crise économique, etc. Ça, c'est une question. Est-ce que, alors, et puis, euh, est-ce que vous exercez du poids dans les négociations européennes sur la pêche en particulier? Est-ce que vous avez aussi des actions de lobby politique? Alors sur la pêche, on n'est pas parti des accords de pêche. Néanmoins, on met en avant toujours les bonnes pratiques, clairement. La question de la pêche et de l'exploitation des ressources marines est abordée dans des conférences internationales de haut niveau. Et là, le souverain en parle très souvent. Et je reviens aussi à la notion d'AMP, qui est une façon de protéger les stocks halieutiques, parce que vous savez que les AMP, après, débordent sur les zones périphériques. Pour répondre à ta question sur les questions de finances, c'est vrai que la crise Covid nous a affectés. On n'était pas les seuls, hein, parce qu'on n'avait pas nos visiteurs. Nous, on a 600 000 visiteurs qui viennent par an et ils nous amènent de l'argent. Ils dépensent leur ticket, ils dépensent au restaurant, ils dépensent à la boutique, mais on a aussi développé beaucoup d'événementiels. Nos espaces sont disponibles pour des événements commerciaux ou pas. Ok, Et après, on bénéficie d'un petit plan de soutien de la part de la principauté. Et l'un dans l'autre, avec toutes ces sources de revenus, ces centres de profit, entre guillemets, parce qu'on est une fondation, on équilibre nos comptes. Et on est très fiers de le faire d'ailleurs. Et voilà. Donc, merci Mathieu pour cette bon, question. merci beaucoup. Écoute, on va s'arrêter là pour pas dériver plus avant. Si tu peux peut-être retirer ton support parce qu'on va juste montrer les prochains rendez-vous au cœur du réseau à l'auditoire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette intervention très riche. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On fera en sorte de leur donner l'accès à cette conférence pour qu'ils puissent bien sûr retrouver tout ça et aller plus loin, approfondir. Je crois que c'est important. Et encore une fois, merci. Donc, Bien. les prochains rendez-vous, hein, ça sera le 17 novembre, le prochain rendez-vous avec Christian Reclus, le directeur général de la coopérative du groupe Arteris, qui va nous parler du virage stratégique de sa coopérative. Je crois que ça va être passionnant. Et puis, on en reparlera, mais en décembre, le 8 décembre, gardez aussi votre agenda pour écouter Claude Dominger, qui va nous parler des valeurs de l'entreprise agricole au XXIe siècle et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Alors Pierre-Gilles, encore merci beaucoup et au plaisir de te retrouver et d'approfondir. Peut-être que des gens te contacteront. C'est l'objet aussi de notre réseau, c'est de faire en sorte que ça connecte grâce à ces Ben, interventions. un très grand merci à toi, Mathieu, à tout le monde, à Lisa. Et je reconnais en milieu de mon écran mon grand ami Xavier Ferrenbach, que je salue. Bonjour Xavier. Écoutez, après les autres, ils n'ont pas activé leur caméra ou on ne leur a pas permis. En tout cas, un grand merci. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir d'avoir été avec vous cet après-midi. Merci. Bon, à bientôt. Au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, Pierre. Merci.